Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire Stoic, cyber, devoir de conseil, évolution réglementaire. Donc un sujet qui a priori a conquis les foules. Vous êtes un petit peu moins de 300 à vous être inscrits. Donc on est heureux de vous accueillir. Je vois le nombre de participants qui continue de grimper. On va essayer d'attendre le maximum de personnes. Je vois des non connus se connecter. Bonjour à tous. Et c'est un format que je vais co-animer avec Benjamin Mangel, que vous aurez l'occasion de redécouvrir tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion d'échanger avec lui sur des études sur mesure. Pardon. Benjamin est en train de nous rejoindre. Vous l'avez entendu arriver. On attend encore 2 minutes et puis on va pouvoir démarrer sur ce format. Bonjour à tous. Super, je vous propose de démarrer. Il est 11h02. Fidèle aux habitudes de Stoic, on va essayer de démarrer ce format à l'heure et puis de pouvoir également vous libérer à l'heure tout à l'heure. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je vais me présenter rapidement pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'échanger sur des dossiers communs avec moi. Je suis responsable développement courtage avec notamment l'animation du Grand Ouest de la France. Je vois de nombreux courtiers partenaires avec lesquels j'ai déjà l'habitude de travailler. Je salue bien sûr nos courtiers partenaires de toutes les régions. Et aujourd'hui, je vais co-animer ce format qu'on veut le plus pragmatique possible sur ce sujet du devoir de conseil avec Benjamin Mangel, que je laisse le soin de se présenter. Bonjour à tous. Donc Benjamin Mangel, je suis en charge de la souscription chez Stoic depuis quelques mois maintenant et depuis quelques années dans l'assurance cyber. Merci Benjamin. Ce que je vous propose, c'est de découvrir ensemble l'agenda qu'on a aujourd'hui ensemble sur ce sujet qui peut être un petit peu ingrat de l'extérieur, qui est celui du devoir de conseil, mais aussi de toutes les évolutions réglementaires, législatives européennes, françaises, des changements contractuels qu'on observe également sur ce marché cyber, et de vous donner un petit peu de visibilité sur ces sujets pour faire le lien directement avec votre business au quotidien et la manière dont vous allez pouvoir porter ces messages auprès de vos assurés, assurés PME, assurés ETI. Donc, on va vous donner déjà quelques actualités stoïques en introduction. Et puis, on aura vraiment 2 grands blocs qui vont se dessiner. Une première partie sur le devoir de conseil et son application au périmètre cyber. Et puis, Benjamin, dans 2 volets différents, viendra vous reparler de l'impact de la loi LOPMI. Dieu sait qu'on en a beaucoup parlé en fin d'année dernière et que ça a été un sujet qui a un petit peu agité le landerneau de l'assurance, encore plus celui de l'assurance cyber, et d'ouvrir aussi sur les grands textes européens qui sont en train de se dessiner. On parlera de DORA, on parlera de Nice 2, mais on parlera aussi de cet effet de ruissellement que risquent d'avoir des contraintes législatives ou des contraintes de donneurs d'ordre sur le marché cyber. Voilà le programme aujourd'hui. Toujours la même règle au niveau des questions. Vous y êtes habitués maintenant sur ce format de webinar. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet qui est spécifique sur l'application Livestorm. Et Alice vous rappellera également que vous pouvez voter pour les meilleures questions pour pouvoir les faire remonter dans le fil. On se gardera le temps nécessaire en fin d'échange pour pouvoir traiter ces questions et répondre à vos interrogations terrain. Sans plus tarder, je vous propose de démarrer sur le sujet des actualités stoïques. Déjà pour vous rappeler que depuis quelques semaines, vous avez maintenant des interlocuteurs dans chaque région avec des visages ou des noms que vous apprenez à connaître depuis quelques semaines. On annonce également dans ce webinaire l'arrivée d'Augustin pour prendre la région Nord chez nous. Il est bien identifié par les courtiers du Nord pour intervenir sur un périmètre cyber qu'il connaît bien pour une autre compagnie aujourd'hui et il nous rejoint officiellement lundi prochain. Donc, n'hésitez pas à le noyer de sollicitations dès son arrivée. Il sera très heureux d'y répondre.
Pour les autres, non, on vous enverra la présentation à la fin du webinaire et vous pourrez bien sûr retrouver les profils LinkedIn de chacun pour vous connecter auprès des interlocuteurs que vous ne connaîtriez pas encore. Un message pour ça, c'est qu'on va encore plus renforcer notre accompagnement auprès de vous et que ça va faire directement le lien avec une deuxième actualité stoïque qui nous tient à cœur, qui est notre capacité à intervenir sur le segment des grosses PME ou des ETI. Et ça va être main dans la main justement avec vos responsables courtage en région que vous allez pouvoir porter ces dossiers-là. Peut-être insister sur cette typologie d'entreprise aujourd'hui, puisque c'est probablement sur cette taille d'entreprise qu'on développe le plus notre valeur ajoutée stoïque, en vous rappelant un petit peu le process qu'on a choisi d'installer sur ce marché. Le premier, c'est bien entendu de passer par un questionnaire simplifié qui vient donner les grands éléments de posture, mais aussi d'activité sur votre entreprise assurée. Mais de ne pas se limiter à une approche par questionnaire que vous connaissez parfaitement sur le marché pour la travailler avec l'ensemble des acteurs de la place. On vient très vite créer une occasion d'échange. Et une occasion d'échange qui a toujours les deux mêmes piliers, un pilier concentré sur l'activité, et on vient échanger du coup avec le DG, avec le DAF, avec le fondateur de l'entreprise dans un certain nombre de cas, et son DSI ou son prestataire externe quand il a choisi d'externaliser ses chantiers informatiques et sa posture de sécurité. On crée cette occasion de dialogue et Benjamin est vraiment au premier rang pour pouvoir en parler. C'est vraiment un exercice un petit peu atypique sur le marché où on arrive à réunir ces parties prenantes qui ont l'habitude de travailler plutôt en silo et on essaye d'avoir un discours cohérent, compréhensible, à la fois côté DAF, DG, très opérationnel, côté SI, où bien sûr l'échange peut être un peu plus âpre, un peu plus technique, mais on est vraiment très figé sur le fait de réunir ces deux interlocuteurs-là sur le même format d'échange vidéo. Et vous allez voir que ça éclaire dans un certain nombre de cas, dans un certain nombre de dossiers, ça éclaire la décision du dirigeant sur le fait que l'enjeu cyber n'est pas qu'un enjeu technique, n'est pas qu'un enjeu de son périmètre IT, mais réellement un enjeu de pérennité de l'entreprise et de bon pilotage de ses risques. Le questionnaire simplifié, la visio cyber, c'est un format d'1 heure qui est très rodé chez nous et sur lequel on balaye tous les sujets que je viens d'évoquer. Dans la foulée de cet échange visio, notre équipe souscription, représentée par Benjamin Mangel aujourd'hui, va pouvoir travailler auprès de vous sur une offre sur mesure qui tient compte de plein de facteurs qu'on a pu collecter, des facteurs d'exposition de l'entreprise à l'informatique, des facteurs de perte d'exploitation qu'on va réévoquer tout à l'heure dans le cadre du devoir de conseil, mais aussi des facteurs de posture de sécurité à date. Quelle est la photo de la posture de sécurité de l'entreprise et quels sont les chantiers qui sont envisagés par le DSI à date et quels sont ceux sur lesquels nous, Stoïc, on souhaite pouvoir emmener l'entreprise. Donc de là, on tire à la fois une offre sur mesure, mais aussi très souvent une feuille de route sur laquelle notre équipe d'ingénierie cyber peut apporter vraiment toute sa valeur ajoutée. Donc c'était l'enjeu aujourd'hui de vous rappeler à un certain nombre d'entre vous qu'on pouvait intervenir sur ce périmètre-là. C'est là que vous touchez à la fois du doigt notre expertise sur la souscription, mais aussi l'expertise technique de notre plateau d'ingénieurs, puisque dans la foulée de l'offre sur mesure, vous allez avoir probablement des échanges qui vont se nouer entre l'équipe technique, entre la DSI du client et notre équipe d'ingénierie. N'hésitez pas sur ce sujet du sur-mesure si vous avez des questions du coup qui vous viennent à la faveur de cette slide et on y répondra en détail après notre intervention. Une fois ces deux rappels faits, à la fois le maillage territorial et puis notre capacité à vous accompagner sur ces dossiers sur mesure, on s'attaque peut-être au gros morceau d'aujourd'hui, qui va être la manière dont on va pouvoir vous accompagner sur la sécurisation de votre devoir de conseil sur un risque nouveau. Il a beau avoir 10 ans, presque 15 ans pour les plus précurseurs d'entre vous sur le marché français, ça reste un risque encore récent. Et donc, comment on peut arriver à vous donner des éléments qui vous permettent de sécuriser ce devoir de conseil, sécuriser le fait que vous avez évangélisé vos portefeuilles sur ce sujet. Rassurez-vous, il n'y aura qu'une seule slide théorique. On va très vite partir sur les implications business, opérationnelles, concrètes pour vous, mais peut-être rappeler les fondamentaux du devoir de conseil pour les intermédiaires en assurance, en droit français et souvent en rebond du droit européen.
Le principe, vous le connaissez sur plein d'autres risques, c'est que le devoir de conseil implique pour vous de fournir toutes les informations de nature à porter deux sujets, à traiter deux sujets, permettre au souscripteur, à l'entreprise qui souscrit, de choisir des garanties adaptées à ces risques. Et là, on verra tout à l'heure que pour le coup, il faut du coup qu'il y ait une bonne conscience aussi des risques auxquels l'entreprise peut faire face. Et puis, de vérifier si le contrat proposé correspond bien aux besoins spécifiques de l'entreprise assurée. Et là, on a un rappel à nouveau des textes de loi qui insistent sur le fait que le conseil doit être fortement personnalisé et pas du tout dans une approche, pour le coup, de masse, une approche totalement standardisée. Ça, c'est vraiment les deux piliers du devoir de conseil en France. Vous avez encore l'habitude de vous arc-bouter sur ces sujets-là pour de la responsabilité civile, pour du dommage aux biens, pour des contrats décennales, également pour des contrats d'assurance de personnes. Et on va chercher aujourd'hui à faire un petit peu l'application, cette fois-ci, aux garanties cyber et aux besoins des entreprises sur l'accompagnement cyber. On vous a rappelé pour le coup quelques fondements juridiques. Le but, ce n'est pas de les creuser ensemble aujourd'hui. Ce serait impensable, mais de voir que le code civil, le code des assurances, même le code de la consommation avec une vision un petit peu plus surplombante, mais aussi, et c'est une préoccupation pour chacun d'entre nous dans l'écosystème assurantiel, les recommandations de la CPR, et puis une jurisprudence constante. Jurisprudence qui n'est pas encore fondée sur des vraies problématiques cyber, mais qui pour le coup est totalement consolidée sur le devoir de conseil avec une approche assurance large. L'idée de base, c'est d'équilibrer la relation entre l'intermédiaire et son assuré, et j'insiste peut-être beaucoup sur cet aspect-là côté cyber. Les assurés ont une compréhension du risque qui est très variable, très limitée sur le marché, et donc il y a un véritable travail de sensibilisation et d'exposition des risques à faire en parallèle de la solution d'assurance que vous allez pousser. Donc ça va directement se rechaîner avec l'approche préventive qu'on souhaite valoriser sur le marché, mais il y a un enjeu de bien informer l'assuré et de lui faire toucher du doigt la réalité de ses besoins en cyber. Quels sont les grands chiffres, les grands fondamentaux sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour renforcer cette problématique du devoir de conseil en cyber? Le premier point, c'est que c'était un risque émergent il y a quelques années. J'ai mis un petit clin d'œil pour ceux qui ont démarré les approches cyber en 2014, en 2015, pour certains d'entre vous peut-être même avant, et qui ont eu le sentiment pendant des années de prêcher dans le désert sur ce risque-là. Ils vivent tous un effet boule de neige ces dernières années et ces derniers mois, mais il y a eu pendant des années le sentiment qu'il n'était vraiment pas simple de vendre un contrat d'assurance cyber sur le marché. Aujourd'hui, je pense que le sujet a totalement basculé et vous pouvez vous appuyer sur des chiffres qui sont en permanence martelés sur le fait que le risque cyber était devenu le risque numéro 1 dans la tête des dirigeants. Et il l'est devant des risques qui ne sont quand même pas mineurs, des risques d'interruption d'activité. Je pense que le Covid est encore dans toutes les têtes côté dirigeants d'entreprise. Et également un troisième risque qui est l'évolution macroéconomique, le contexte socio-économique. Donc on voit bien que ce risque cyber est vraiment dans la tête des dirigeants. On évoquera tout à l'heure comment il peut passer d'une prise de conscience à la mise en action d'une solution d'assurance. Mais toujours est-il qu'il est déjà installé. Et on vous cite les chiffres du dernier baromètre réalisé par Allianz, pour le coup, sur son Allianz Risk Barometer 2023, sur lequel on avait ce risque cyber qui revenait à nouveau en numéro 1. Cette bascule de la prise de conscience, elle se fait aussi par les médias, qui de plus en plus font de l'alerte, font de la veille, font des documentaires d'investigation sur ce sujet de la cybercriminalité. Et donc, ce qui était avant une approche qu'on appelle, nous, l'effet TF1, c'est-à-dire qui se concentrait sur les très grands groupes mondiaux, qui se concentraient sur les ministères ou sur les centres hospitaliers, de plus en plus, les médias évoquent des attaques qui frappent des PME, qui frappent des fleurons industriels, qui sont des ETI locales. Et donc, on a cette acculturation par la parole médiatique qui commence à se faire. Dans la foulée, vous avez de plus en plus les fédérations professionnelles qui commencent à se saisir de ce sujet-là auprès de leurs filières. On peut penser à l'UIMM, on peut penser aux UMI pour les métiers de l'hôtellerie-restauration, on peut penser à la fédération du bâtiment sur les grands réalisateurs de la construction. On a également l'ANSSI qui, je pense, depuis peut-être aussi 5-6 ans de façon extrêmement intensive, est en train de porter la bonne parole auprès des dirigeants d'entreprise, et non plus seulement dans le grand public ou
non plus seulement auprès des très grands comptes. Et puis, on voit une multiplication des sujets cyber dans les salons professionnels, dans les formations en ligne, dans les séminaires. C'est un sujet qui commence à diffuser à tous les niveaux parmi les entreprises. On a du coup une prise de conscience des dirigeants, c'est porté par de nombreux interlocuteurs et c'est cette fois-ci prise en main, de façon beaucoup plus opérationnelle parfois, par différents acteurs qui vont graviter autour des dirigeants d'entreprise. Alors bien entendu, les courtiers en assurance, puisque vous êtes au premier chef les conseillers écoutés des dirigeants sur leurs risques et la manière d'y répondre, mais vous avez aussi tout un tas d'intervenants un petit peu plus éloignés du sujet assurantiel pur qui commencent à parler cyber. On a bien sûr les prestataires informatiques qui ont tendance à vouloir maintenant sécuriser ce qu'ils ont déployé au sein d'une entreprise cliente par une brique assurantielle, en ayant en tête que le risque zéro n'existe pas. Vous avez bien sûr des banques, des fonds d'investissement qui, au moment de soutenir une entreprise, d'investir dans une entreprise, vont vouloir se sécuriser sur la posture cyber de l'entreprise concernée. Des experts comptables s'en saisissent, des avocats, des consultants indépendants. Donc on a une myriade d'intervenants de premier rang qui commencent aussi à infuser ce sujet cyber auprès des dirigeants. La conclusion de cette première approche, c'est d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui est une évidence pour nous, mais qu'on n'arrive pas forcément à transformer dans les faits, qui est qu'il est impossible pour un courtier, en gros, aujourd'hui, en 2023, de ne pas parler du risque cyber, alors qu'aujourd'hui, c'est un risque qui a une occurrence de fréquence qui est au-delà de celle de l'incendie, par exemple, sur le segment des PME et ETI. Donc, on l'a en tête, mais la question, c'est toujours de savoir comment on peut arriver à transformer cette prise de conscience en une mise en action pour les dirigeants. Peut-être que le premier levier de prise de conscience, cette fois-ci concrète, c'est de rappeler que l'événement contre lequel on cherche avant tout à protéger les entreprises assurées aujourd'hui, c'est l'événement ransomware. L'événement rançongiciel qui a vraiment la capacité, quand il est déployé efficacement sur une entreprise, de bloquer l'activité. Entièrement, partiellement, selon sa dépendance réelle à l'informatique, mais dans tous les cas, d'avoir un impact majeur et immédiat sur l'activité de l'entreprise. L'enjeu du contrat cyber, du coup, c'est plus simplement une énième ligne financière que vous venez apporter à un portefeuille client déjà équipé. Ce n'est pas qu'un enjeu de réponse à incident, de gestion de crise, ce n'est pas qu'un enjeu de responsabilité civile pour la fuite des données et ses conséquences, mais c'est réellement en fait un enjeu de pérennité de l'entreprise, de survie financière de l'entreprise, quels que soient les secteurs concernés. On aime bien rappeler une évidence sur ce constat-là, c'est que 80% en gros de ce que indemnisent les assureurs cyber chaque année porte sur le bloc de perte d'exploitation. C'est la preuve dans les faits que c'est cette garantie-là qui est la plus consommée et la plus nécessaire en cas d'un événement cyber. Et puis peut-être vous donner deux leviers supplémentaires, qui sont les deux petites capsules vidéo qu'on a insérées dans cette slide, qui sont des témoignages clients qu'on a souhaité pouvoir diffuser au plus grand nombre. Premier témoignage client, c'est celui de l'entreprise Klestra-Hausermann, qui était une entreprise industrielle de l'Est de la France, qui est spécialiste de la cloison mobile, de la menuiserie industrielle, donc des PME comme on en a des centaines en France. Et puis l'exemple de Solware, qui est un éditeur de logiciels reconnu sur le marché, et qui a accepté aussi de témoigner sur la manière dont une entreprise tech, une entreprise IT comme Solware, a été paralysée puis longtemps freinée par un événement ransomware majeur. Le mantra qu'on martèle, du coup, c'est que proposer une couverture cyber, c'est devenu indispensable pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et je vais m'appuyer sur un événement que vous avez tous vécu sur vos portefeuilles en fin d'année dernière. La CPR a demandé à l'ensemble des acteurs de la place de venir clarifier ce qu'on appelait des garanties silencieuses dans des contrats qui pouvaient être des contrats de dommages aux biens, des contrats de responsabilité civile, sur lesquels il pouvait y avoir une ambiguïté sur la prise en charge ou non de tel ou tel événement. Il y avait l'événement pandémie qu'on avait tous en tête avec la crise du Covid, mais il y avait aussi la prise en compte de ces événements cyber. Ces contrats ont été avenantés massivement pour enlever toute ambiguïté sur ces garanties silencieuses. Et donc, vous avez, par définition, descendu le niveau de garantie, entre guillemets, sur ces événements cyber dont pouvaient bénéficier certains de vos comptes sur certains intercalaires, sur certains montages d'assureurs. Tout l'enjeu, du coup, est de venir avec une véritable brique cyber dédiée
pour ces mêmes clients-là, qui avaient probablement conscience du risque, qui avaient conscience de l'enjeu des garanties. Donc, ça vous permet de revenir avec une offre qui est réellement dédiée à ce risque cyber. Le deuxième point sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est une enquête pour le coup qu'on avait mandatée il y a quelques mois. C'est Stoic qui avait lancé cette enquête-là avec l'IFOP pour avoir un enjeu derrière d'attente des dirigeants de PME et d'ETI sur l'accompagnement de leur assureur. Dans quelle mesure on pouvait considérer qu'il y avait une attente réelle sur ce marché d'accompagnement du courtier, de l'agent général d'assurance auprès du dirigeant d'entreprise. Et les chiffres étaient assez éloquents puisqu'on avait 76% des répondants qui se déclaraient en attente d'un accompagnement cyber et d'un accompagnement cyber spécifique de leur assureur. Sous-entendu, dans leur esprit, de leur courtier ou de leur agent général. Donc on avait des dirigeants qui étaient conscients de la menace et des risques, c'est ce qu'on a évoqué dans les slides précédentes, mais qui ne souscrivent pas seuls. Ce serait miraculeux que la prise de conscience suffise à elle-même pour que le dirigeant décide de se saisir de ce sujet-là à bras-le-corps et de passer à la fois sur une démarche de posture de sécurité renforcée, mais aussi sur une démarche assurantielle. Donc l'attente du dirigeant vis-à-vis de son assureur, elle est extrêmement forte, et il y a une attente de proactivité. Ce n'est pas simplement de la réponse à la demande sur une problématique qui se poserait demain matin, souvent parce que l'un de leurs voisins, l'un de leurs confrères ou quelqu'un de leur famille vient de vivre une cyberattaque dans son entreprise. Il y a une réelle attente de proactivité sur ce risque-là. L'idée aussi qui est sous-jacente, c'est que beaucoup de dirigeants passent à l'action sur ce sujet, non pas sur la simple brique assurantielle, sur la couverture apportée, mais beaucoup grâce aux outils de prévention qu'on va pouvoir leur donner. Vous l'avez vécu pour ceux qui travaillent avec Stoic depuis plusieurs mois. Souvent, l'approche par le scan externe ou l'approche par le module de phishing pour sensibiliser les collaborateurs ou encore la caisse à outils techniques qu'on vient livrer pour les DSI ou les prestataires informatiques fait du coup de l'approche Stoic une approche tout à fait différente sur le marché, et beaucoup de dirigeants qui ne voulaient pas souscrire à l'énième contrat d'assurance proposé passaient à l'action grâce à la valeur ajoutée de ces outils de prévention. Ça n'enlève pas, bien entendu, tout l'intérêt du contrat, du dimensionnement du contrat, de la bonne construction des garanties et de l'impact PE qu'on évoquait avant. Mais dans la tête du dirigeant, c'est vraiment clé d'avoir le contrat, mais aussi une manière de renforcer sa posture de sécurité. Le sujet pour vous, une fois qu'on a des dirigeants qui se disent que le risque cyber est le risque numéro 1, une fois qu'ils ont compris que l'événement rançongiciel peut mettre à l'arrêt leur activité, une fois qu'ils s'appuient sur vous, interlocuteurs de proximité, pour avoir la bonne approche et le bon dimensionnement, c'est comment on fait concrètement. Et tout l'enjeu, c'est comment on peut vous aider à matérialiser le fait que vous ayez parlé cyber à 100% de vos clients entreprises. Vous avez tous des impératifs de timing qui sont lourds dans vos métiers. Vous passez d'un sujet à l'autre 50 fois par jour, des agendas qui sont bien pleins. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir vous rappeler comment Stoic peut vous accompagner pragmatiquement, concrètement, pour sensibiliser au début peut-être les sommets de portefeuille, les top 50, 100, 500 selon le dimensionnement de vos cabinets. Et puis pour les autres, comment on peut déployer des actions de sensibilisation de fond qui vont vous permettre d'avoir des retours clients sur l'approche Stoic. Très concrètement, on s'est donné un enjeu avec Benjamin, c'est de pouvoir vous libérer des vacances sereines. Et donc de pouvoir vous rappeler comment, si vous n'avez pas encore pris le taureau par les cornes sur ce sujet cyber, on peut vous aider à lancer des campagnes avant l'été. Campagne, encore une fois, de sensibilisation et non pas de vente brute en premier rang, et qui vont se décliner en 3 étapes. La première étape, c'est de pouvoir bénéficier du scan sur un échantillon de portefeuille que vous aurez identifié et de pouvoir du coup automatiser l'approche sur un certain nombre de vos clients de façon extrêmement rapide. C'est vous qui travaillez sur l'extraction. Une phrase pour le scan, peut-être, oui. si certains ne sont pas familiers de l'outil, en un mot peut-être. Oui, tout à fait. Du coup, l'approche du scan, pour ceux qui n'ont pas encore découvert la valeur ajoutée Stoic sur ce premier outil de prévention, c'est de pouvoir faire une découverte, une cartographie
à la fois de l'infrastructure assurée, de l'assurée, pardon, mais aussi de pouvoir identifier des portes ou des fenêtres qui resteraient ouvertes sur l'infrastructure. Donc une approche assez classique sur le milieu de la cybersécurité, mais qui est un petit peu nouvelle sur l'assurance cyber aujourd'hui. Et l'idée du scan, c'est que ça va donner une première approximation, une première approche sur le niveau de risque de votre assuré. L'intérêt de pouvoir le faire de façon automatisée, c'est de vous faire gagner du temps sur les prochaines étapes qu'on va évoquer ensemble au niveau de votre campagne. L'étape suivante, une fois que vous aurez du coup scanné cet échantillon de portefeuille, c'est de pouvoir générer en quelques minutes, on ne le refera pas en session en live aujourd'hui puisqu'on manque de temps, mais vous pourrez reprendre la démarche avec tous les animateurs en région, de pouvoir tarifer en quelques minutes l'ensemble des clients que vous aurez identifiés dans votre échantillon et de pouvoir envoyer via votre espace stoïque une première approche tarifaire appuyée sur le scan réalisé en amont. Vous pouvez le faire en envoi direct qui laisse une trace sur votre plateforme stoïque pour avoir une preuve de cet envoi de sensibilisation auprès de vos assurés. Vous pouvez aussi, vous y êtes habitué pour un grand nombre d'entre vous, vous envoyer l'ensemble des éléments de l'étude pour pouvoir ensuite les envoyer depuis votre boîte cabinet. L'important pour vous, c'est de pouvoir sécuriser ce premier devoir de conseil qui est le fait d'avoir prouvé que vous avez évoqué ce sujet-là auprès de l'assuré final, que vous l'avez sensibilisé sur les risques. Et le mail même qu'on utilise dans l'espace stoïque est un mail orienté devoir de conseil. Avant d'être orienté vente, il est orienté sensibilisation. Troisième étape, et ce n'est pas une étape anecdotique, c'est l'appui technique de Stoïque, puisque j'évoquais tout à l'heure l'équipe d'ingénierie que vous avez à disposition sur du sur-mesure. De plus en plus, pour les cabinets qui ont travaillé des campagnes d'équipement avec nous, vous avez besoin d'avoir des points de contact, des touchpoints entre un prestataire, un DSI, qui est à deux doigts de souscrire, mais qui a besoin d'être éclairci sur certains outils de protection qu'on livre dans la console stoïque, qui a besoin de comprendre notre modèle technique, notre modèle de sélection du risque. Et donc, n'hésitez pas pour le coup à vous appuyer sur les équipes de stoïque à deux titres. Le dimensionnement de la garantie, les options retenues, le fonctionnement du contrat, et ça, c'est vraiment l'équipe souscription que dirige Benjamin qui va pouvoir être en relais des responsables en région pour répondre à ces questions-là. Et puis des questions plutôt tech, plutôt sécurisation IT qui peuvent venir aussi des prestataires ou des DSI en interne. Et là, nos ingénieurs sont tout à fait aussi disposés à pouvoir prévoir avec vous des points de passage de 5 minutes, de 10 minutes, de 15 minutes, de 30 selon les enjeux clients pour pouvoir répondre à leurs préoccupations. Donc, appuyez-vous. C'est vraiment une invitation qu'on vous fait avec beaucoup de conviction. Appuyez-vous sur les expertises qu'on a en interne pour pouvoir vous concentrer sur la sensibilisation client, l'accompagnement commercial et derrière la transformation. Mais dès que vous avez des blocages techniques, ne restez pas seul avec des questions en suspens. Le but, à nouveau, de ces campagnes qu'on a déployées avec plusieurs dizaines de nos courtiers partenaires, c'est de pouvoir vous accompagner pour mener à bien une campagne devoir de conseil qui vous permette en fin d'année ou avant l'été pour les plus véloces, d'avoir sécurisé cette première approche auprès de votre portefeuille qui vous laisse ensuite loisir de réattaquer dossier par dossier au fur et à mesure de vos renouvellements ou de vos points de contact, ce sujet cyber auprès des dirigeants d'entreprise. On a essayé d'être assez dense et pragmatique sur ce sujet de devoir de conseil, à la fois de vous rappeler les fondamentaux théoriques, mais aussi de vous montrer comment les chiffres du marché, sur la prise de conscience, sur les interlocuteurs qui gravitent autour des dirigeants vont vous aider. Et donc, félicitations à ceux qui ont pris ce sujet cyber dès 2014 et 2015, et je vois dans la liste certains noms qui me viennent à l'esprit. Pour ceux qui s'y mettent grâce à Stoïque, bienvenue aussi. Il n'est jamais trop tard pour adresser ce marché-là. Et pour tous, en fait, appuyez-vous vraiment sur les interlocuteurs en région et le support technique au sens large pour arriver à déployer le plus efficacement possible cette campagne. Très bien. Thomas, on a déjà quelques questions qui sont apparues dans le chat. Est-ce qu'on les garde pour la fin de la session ou tu veux commencer à répondre à une première salve de questions, celles qui ont popé tout de suite? Oui, alors ce qu'on peut faire du coup, c'est peut-être répondre aux questions qui avaient plutôt trait à cette phase de devoir de conseil. Comme ça libérera ensuite les questions qui porteront plus sur les évolutions réglementaires et notamment sur l'OPMI. Donc, je vais en prendre quelques-unes. On va essayer d'être le plus exhaustif possible. Si vous faites une veille presse, est-il possible de la part de Stoïque de recevoir des exemples
de sinistre, en gros, hein, des articles de presse en local. Oui, on fait une veille en interne. On avait également des fiches par région qui vous permettent de retrouver des exemples de sinistres près de chez vous ou près des entreprises que vous cherchez à couvrir. Et on a des fiches métiers sectorielles desquelles on a retiré récemment les articles de presse récents. Mais si c'est une demande de terrain, on peut tout à fait les rajouter. C'est des veilles par secteur, grands secteurs d'activité qui vous permettent de rebondir sur des exemples sinistres concrets. L'occasion de mettre en lumière cet espace ressources sur la plateforme Courtier, qui est extrêmement riche de documents sur lesquels vous pouvez vous appuyer, de l'argumentaire technique, des comparatifs entre les différents acteurs cyber du marché, de la formation éligible à la DDA avec des sessions d'information pour vos collaborateurs. Il y a beaucoup de matière. N'hésitez pas à aller piocher dans cet espace Courtier. C'est extrêmement simple de se créer un compte, encore plus simple d'accéder à l'espace, donc surtout n'hésitez pas. Question de Pauline aussi sur la fourniture d'une fiche de conseil personnalisée en fonction du devis réalisé. Donc, quand vous passez par l'application Stoic, vous avez justement un ensemble de documents qui sont générés automatiquement avec le devis, qui vous permettent de les envoyer en un seul mail à votre assuré ou prospect. Dedans, vous avez bien sûr les conditions générales, vous avez l'IPID qui est imposé par la réglementation, et vous avez aujourd'hui une fiche de conseil qui est très standardisée. Donc, c'est un des chantiers qu'on garde en tête, c'est de pouvoir le personnaliser avec les informations que vous allez pouvoir charger dans l'application pour faire apparaître des mentions spécifiques à votre cabinet sur cette fiche d'information. Donc, elle existe aujourd'hui en version très standard et retenez bien qu'elle est en train d'être revue pour être plus personnalisée côté courtier. Michel qui nous demande d'éviter les abréviations pour une meilleure compréhension. Oui, tout à fait. Alors, c'est en général un enjeu pour Stoic d'être le plus vulgarisant possible sur ces sujets-là. Malheureusement, il y a des acronymes dont on n'arrive pas à se priver. Ce sera le cas de DORA et de NIS tout à l'heure, qui sont des textes de réglementation européens. Est-il possible de faire une réunion avec nos clients? On est toujours sur cette logique d'équipement client. Oui, non seulement c'est possible, mais on en a déployé beaucoup avec certains de nos courtiers partenaires, des formats à calibrer avec vous en fonction de la cible que vous souhaitez adresser. Il nous arrive sur ces formats-là de faire intervenir des ingénieurs justement de l'équipe cyber qui viennent témoigner des incidents sur lesquels ils ont pu intervenir et de leur travail du quotidien pour faire de la prévention sur notre portefeuille client. On avait des questions sur les porteurs, qui sont des questions importantes avant de passer à la deuxième partie. Donc, les porteurs, aujourd'hui, ils sont tout à fait identifiés et annoncés sur notre site Internet. On a Axeria, qui est notre porteur en premier rang, et on a en réassureur historique, depuis le lancement de Stoic, Swiss Re, deuxième réassureur mondial, qui a une appétence tout à fait spécifique sur le risque cyber et sur lequel on est très heureux de poursuivre encore le partenariat, à la fois sur le standard qu'on a évoqué et sur le sur-mesure que pour certains d'entre vous, vous avez découvert en début d'intervention. Dernière question, et puis je crois qu'on aura fait le tour, on aura été exhaustif, de Jean-Philippe. Est-ce que vous proposez vos solutions en direct? Sont-elles distribuées exclusivement par notre réseau d'intermédiaires? Question très importante pour nous. Donc, on a une distribution qui passe intégralement par notre réseau d'intermédiaires et nous avons des apporteurs sous forme de leads qui ensuite vont pouvoir ruisseler sur le réseau d'intermédiaires, des leads qui peuvent venir d'acteurs techniques, prestataires informatiques, d'acteurs en périphérie de l'entreprise, comme des banquiers ou des fonds d'investissement, sur le cas que je vous évoquais tout à l'heure. Et vous avez également de plus en plus, vous, le souhait en local d'organiser ces envois de leads. Donc, on a de nombreux cabinets qui ont monté des accords de partenariat avec des prestataires informatiques locaux, avec des experts comptables en local ou avec d'autres intervenants autour du périmètre dirigeant. Je vois qu'il y a une nouvelle question. Vous n'avez plus Achille en porteur de risque. Alors, on a toujours Achille en porteur de risque pour le coup sur une partie du portefeuille qu'on avait, qui a été le portefeuille initial de Stoic. Et on a officialisé, au moment où Axeria nous a aidé à accompagner des risques de taille plus importante également, le fait que l'intégralité du portefeuille courtier qui allait être généré dans la foulée était portée par Axeria. Donc, vous ne retrouvez plus Jefferson, normalement, la mention d'Achille sur vos propres études, sur le channel courtier. Je rebalaye, mais je pense qu'on a été exhaustif sur les questions. Donc, je vous laisse entre les bonnes mains de Benjamin pour la deuxième partie. Ça m'a l'air très bien. Je te laisse gérer les slides, puisque je n'ai pas la main sur le diapositif, sur la présentation.
Bonjour à ceux qui sont arrivés en cours de présentation. Donc Benjamin Mangel en charge de la souscription chez Stoic. Je ne vais pas faire plus long pour les présentations. Premier objet de mon intervention du jour, mettre la lumière et un maximum de clarté sur la loi de programmation militaire qui a été amendée pas plus tard qu'en avril de cette année, avec des impacts pour la cybersécurité, pour la cyberassurance, et donc pour, je dirais, l'écosystème dans lequel on évolue tous aujourd'hui. Donc loi de programmation militaire, qu'on appellera LOPMI en abréviation, au fil de la présentation. En synthèse, quelles sont les conséquences de ces dernières évolutions du texte? Eh bien, c'est tout d'abord l'obligation d'un dépôt de plainte dans les 72 heures suivant la connaissance d'une cyberattaque pour qu'il y ait une prise en charge assurantielle. Première question qu'on peut se poser, comment déterminer un délai de 72 heures pour une entreprise pour laquelle une intrusion peut avoir eu lieu plusieurs mois, plusieurs semaines avant qu'on en prenne conscience dans l'entreprise? Tout simplement, je pense que le régulateur a fait preuve de bon sens, et c'est la date de découverte du sinistre, de l'événement, qui va déclencher ce délai de 72 heures pour la déclaration de l'événement et de l'atteinte informatique. Cette atteinte informatique, pour qu'elle soit soumise à cette obligation de déclaration, cette obligation de dépôt de plainte, il faut que ce soit une intrusion qui est malveillante. L'OPMI n'impose pas de plainte ou de quoi que ce soit d'obligatoire pour tout ce qui va être interruption du système d'information, indisponibilité du système d'information, qui est une cause accidentelle ou une erreur humaine. On est bien dans le cadre de la malveillance, ce qui permet bien de souligner finalement la volonté, je dirais, et la volonté du régulateur, la volonté du législateur quand il a amendé ce texte-là, une volonté qui est celle d'avoir une visibilité parfaite du visage de la menace cyber, après des années 2017, 2018 jusqu'à 2020, où les attaques cyber, encore jusqu'à aujourd'hui, ne cessent d'augmenter et pour lequel la visibilité, je dirais, publique est assez limitée. Et pour lequel, finalement, les contraintes liées à l'assurance cyber permettent, comme ça, un levier et permettent de la collecte d'informations la plus dense et la plus précise possible. Pendant un temps, dans la presse, on avait tendance à beaucoup lire que ce dépôt de plainte était un moyen d'indemniser la rançon. C'est tout à fait inexact, dans le sens où c'est l'intégralité des pertes et des dommages qui sont soumises à cette obligation de dépôt de plainte. Et donc, dit en d'autres termes, aucune indemnisation d'un contrat d'assurance cyber, ou d'un contrat d'assurance d'ailleurs autre avec des couvertures silencieuses, admettons, ne pourrait indemniser un assuré sans dépôt de plainte, que ce soit chez Stoic ou chez l'ensemble des assureurs exerçant sur le territoire national. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante. Donc, comment déposer plainte de façon très pragmatique, très concrète? Vous pouvez avoir la demande, évidemment, de vos prospects, de vos clients, de vos assurés. Le dépôt de plainte, de façon tout à fait simple et spontanée, il peut se réaliser dans un commissariat de police ou bien alors en gendarmerie pour respecter ce délai de 72 heures. Le procureur de la République peut également recevoir les plaintes. Je pense que le délai de 72 heures est plus compliqué à tenir dans ce cadre-là. Sachez qu'il est possible de déposer une pré-plainte en ligne via une app qui a été conçue à cet effet, une application publique qui s'appelle Ma Sécurité. Bien garder à l'esprit que ce délai de 72 heures est imposé pour un dépôt de plainte physique et que cette application permet simplement la collecte de l'information, sa centralisation. Et probablement un dépôt de plainte plus rapide, mais rien d'autre.
Un focus sur ce qui vous concerne, ce qui nous concerne le plus, probablement, la réponse à un incident au moment d'une malveillance sur l'un de vos assurés. Que faire? Dans quel ordre? Comment réagir? L'étape numéro 1, c'est de faire appel à l'équipe de gestion de crise, qu'on appelle le CERT stoïque, qui est donc une équipe d'ingénieurs qui a été mentionnée tout à l'heure par Thomas, qui est l'un des piliers de la proposition de valeur de Stoïc, puisque nous sommes le seul assureur européen à avoir internalisé la réponse à incident, avec l'objectif d'être au plus proche des assurés, d'être le plus réactif possible et de limiter, par cette réactivité, par cette implication très forte de l'assureur, tout simplement la durée de l'incident et donc le coût total du sinistre. Le timing n'est pas anticipé, mais il se trouve qu'aujourd'hui, justement, on a annoncé sur les réseaux sociaux une information qui est extrêmement importante par rapport à cette équipe de réponse à incident. C'est le fait que cette équipe, et que donc le CERT stoïque, a intégré l'association InterCERT France, qui est une association, tout simplement, qui regroupe les plus grandes équipes et je dirais les références de réponse à un incident en France, comme Airbus, Wavestone, Inquest, et encore une petite vingtaine de mémoire d'autres CERT, principalement d'entreprises du CAC 40 ou spécialistes de la réponse à incident et du conseil en cybersécurité. Donc on est très heureux de ça. Quelles conséquences à cette association sur les assurés de Stoïc, sur le discours que vous pouvez en avoir en quelques mots? C'est tout simplement une solidarité très forte entre les différents acteurs. Ce sont des équipes qui se parlent énormément, qui communiquent entre elles sur le visage de la menace et qui se prêtent, qui sont solidaires les unes envers les autres. Les équipes de Stoïc sont susceptibles d'être mobilisées sur des événements, sur des crises majeures chez d'autres adhérents de cette InterCERT France. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a une réciprocité là-dedans, ce qui nous permet, en cas de crise majeure qui toucherait, de risque systémique qui toucherait notre portefeuille, d'avoir une solidarité avec les meilleures équipes de réponse à incident en France. Et donc, c'est des choses qui sont accessibles pour l'intégralité des assurés stoïques, indépendamment de leur taille, puisque c'est une garantie qui est systématiquement intégrée dans les contrats stoïques. Donc, étape 1, si je résume ce point 1 sur lequel je me suis énormément attardé, appelez l'équipe de réponse à incident stoïque, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des astreintes, pour bénéficier d'une investigation, pour comprendre ce qui s'est passé d'un point de vue informatique, pour comprendre les impacts, et pour rétablir le système d'information des données dans le meilleur délai. Et évidemment, dans un délai un tout petit peu plus long, puisque comme je vous disais, le premier réflexe, c'est ce coup de téléphone. Le deuxième, ça va être de préparer ce fameux dépôt de plainte, pour lequel Stoïc peut, je dirais, donner de l'information dans la nature de la compromission, dans la nature de la cyberattaque. Mais guère plus, on ne peut pas se prendre la responsabilité de ce dépôt de plainte. C'est le rôle de l'entreprise que de mener ces démarches judiciaires. Voilà, donc je dirais un résumé très bref des dernières évolutions de cette loi de programmation militaire et je dirais, du process à suivre en cas de cyberattaque. Deuxième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, avant de terminer ce webinaire, c'est le contexte dans lequel on évolue tous au travers de deux grands axes. Le premier, c'est les perspectives légales, les évolutions réglementaires qui vont survenir dans les prochaines années et à moyen terme, en 2024 et en 2025 notamment, puisque finalement, on est vraiment dans la construction en ce moment même et depuis les années 2016, on est dans la dynamique d'une construction réglementaire qui vient protéger, qui vient accompagner les entreprises pour, je dirais, permettre une sécurité générale, une sécurité nationale, je dirais même internationale, puisque ce sont des textes réglementaires qui sont poussés par l'Union européenne, qui soient bien meilleurs. Ça a commencé avec le Network and Information Security version 1, qui a été poussé en 2016 et appliqué en France en 2018.
2018, année importante, puisque c'est également, pour rappel, l'année d'entrée en vigueur du règlement général de la protection des données. Donc, c'est une première étape dans ces avancées réglementaires, mais ça ne va faire que se renforcer, puisque la version 2 de ce NIS va entrer en vigueur probablement second semestre 2024, l'année prochaine, avec, je dirais, un focus particulier sur des secteurs d'activité sensibles, des secteurs régulés. 18 au total, qui vont être soumis à des exigences de sécurité plus importantes, indépendamment de leur taille, puisque ça va concerner des entreprises type PME jusqu'au CAC 40, avec l'idée, encore une fois, de protéger les citoyens français qui sont clients, qui sont bénéficiaires de ces entités-là. Évidemment, cette volonté de protection commune, pour qu'elle soit suivie et pour qu'elle soit, je dirais, possible, malheureusement, elle est accompagnée de sanctions qui seront potentiellement applicables aux entreprises qui ne respectent pas ces exigences de sécurité et de gestion du risque, avec une logique de sanctions qui sera proportionnelle à la taille de l'entreprise, probablement basée sur le chiffre d'affaires, comme ça peut être le cas dès aujourd'hui, d'ailleurs, par la CNIL pour des infractions au règlement général de la protection des données. Un petit peu plus tard, entrera en vigueur, donc là on sera plutôt début d'année 2025, 17 janvier, ce qu'on appelle DORA, Digital Operational Resilience Act, encore une fois un texte poussé par l'Union européenne qui a pour objet d'élever le niveau de sécurité de l'écosystème financier dans sa globalité au travers de grands piliers de la gestion du risque qui sont somme toute assez habituels, mais qui deviendront absolument obligatoires, encore une fois, sans quoi il y aura des sanctions, à la fois dans l'analyse et la compréhension du risque par les institutions au travers de cartographies qui vont devenir obligatoires, de plans de continuité qui devront être formalisés, de procédures de déclaration d'incidents qui devront être formalisés également, de tests dans la robustesse du système d'information, des tests d'intrusion, et puis également dans la sécurité des fournisseurs IT qui, comme on le sait, comme ça fait couler beaucoup d'encre en ce moment, représentent une surface d'attaque importante pour les entreprises. Tous ces partenaires, finalement, auxquels on est lié d'un point de vue informatique, auxquels on est lié contractuellement et qui augmentent la surface d'attaque possible pour une entreprise. Et puis enfin, on va attendre évidemment de ces entreprises-là une solidarité, un partage d'informations et de connaissances, notamment sur l'état de la menace, encore une fois avec cette idée nationale et internationale d'élever tous ensemble notre niveau de sécurité, étape par étape, via ce partage d'informations-là. Pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ces renforcements à venir d'un point de vue réglementaire? Parce que ça met en évidence le fait qu'on n'est pas juste en train de parler de perte d'exploitation, on n'est pas juste en train de parler de fuite de données, qui est un sujet qui fait très très peur en Amérique du Nord, mais qui n'affole pas encore les foules vraiment en Europe continentale, pour être tout à fait pragmatique. C'est un sujet qui est un sujet d'avenir, c'est un sujet qui revêt un caractère légal, et le courtier en assurance et la cyberassurance, finalement, est un sujet qui accompagne l'assurance dans ce renforcement de sa résilience cyber, dans le renforcement de sa cybersécurité. Vous êtes des conseillers en risque des dirigeants, vous êtes légitime pour aborder ce contexte réglementaire qui va se durcir, cet accompagnement en cyberassurance. Pourquoi je fais le lien aussi fort entre, je dirais, cadre réglementaire et assurance? Tout simplement parce que les éléments techniques, les process et la sécurité qui est attendue aujourd'hui pour accéder à une cyberassurance, elle est extrêmement proche du cadre légal qui est en train de se renforcer. Et une entreprise qui aujourd'hui est assurée en cyberassurance, elle va être beaucoup plus proche des exigences qui vont lui être imposées en 2024 ou en 2025, au moment où elle n'aura plus le choix. Et donc, vous allez dans ce sens-là, dans le sens de l'histoire, en proposant ces couvertures-là, avec, je l'espère, un taux d'équipement du marché de la cyberassurance sur les PME et ETI, qui aujourd'hui, de l'ordre de 2-3%, ça dépend les études qu'on lit, approchera, je l'espère, dans les 3, 4, 5 ans, les 30%, comme c'est le cas aux États-Unis,
Et tu as les États-Unis qui est un marché un tout petit peu en avance sur nous, qui a 5 ans d'avance. On espère que finalement, ce cadre réglementaire, cette sinistralité, ces tendances-là, ces tendances fortes, vont permettre de protéger ces entreprises et d'atteindre des taux de protection aussi élevés. Au-delà, et je vais faire court parce que le temps presse et on a quelques questions, mais au-delà de ces perspectives réglementaires, on se rend compte que la pression que mettent les grands groupes, notamment le CAC 40, sur leurs fournisseurs, sur leurs prestataires, est de plus en plus important sur le sujet de la cyberassurance. Aujourd'hui, les appels d'offres pour les prestataires, régulièrement, de plus en plus souvent, imposent une certaine limite de couverture en assurance cyber pour pouvoir être éligible, je dirais, au gain de l'appel d'offres. On le voit tout particulièrement sur des secteurs comme l'aéronautique, qui est particulièrement mature sur le sujet, avec des labels spécifiques qui ont été créés, je pense à Air Cyber. Le sujet des prestataires de télécom également, pour lequel les appels d'offres sont systématiquement, je dirais, composés d'un volet cyberassurance. Et puis, de façon beaucoup plus intuitive également, l'industrie de la défense, de façon générale, qui est évidemment très sensible à ces sujets-là. Ça fait quelques années que ce sont des demandes qui nous arrivent de nos clients de façon générale dans la cyberassurance. Ça a tendance à se renforcer ces derniers mois et ces dernières semaines. Voilà, avec évidemment en première ligne les entreprises américaines, les clients américains de nos assurés qui exigent absolument ces couvertures-là. Voilà, donc finalement, beaucoup d'éléments qui justifient cette tendance d'équipement à la cyberassurance et qui peuvent vous donner des nouveaux arguments, du confort et de la profondeur de discours pour aller échanger cyberassurance avec vos clients. Je pense que c'est tout pour moi. Thomas, on peut passer aux questions. Super, merci Benjamin. On va refaire un tour du coup de vos questions. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui s'étaient perdues dans le chat, donc on va essayer de vous y répondre. Alors déjà, premier point, c'est la dernière, la plus récente, deux questions, mais qui sont en fait une seule même remarque. Jean-Philippe Rouxel qui nous dit que notre approche peut véhiculer principalement un discours de risque et de menace, source de crispation, alors qu'on pourrait avoir une approche plus soft et plus rassurante, basée davantage sur la prévention et l'accompagnement. Oui, j'ai envie de dire que c'est ces deux jambes sur lesquelles on essaye de marcher. Et c'est souvent vous, finalement, courtier au contact client, qui savez vous appuyer sur la jambe qui vous semble la plus efficace sur ce terrain-là. Dieu sait qu'on est un acteur qui insiste beaucoup sur la partie préventive, le versant préventif, l'accompagnement, que nos outils sont pensés comme tels, à tel point que notre contrat n'est pas directement pénalisé par le fait qu'un outil de prévention vienne demain détecter tel ou tel élément de sécurité à la baisse chez un de nos assurés. Donc, on n'est pas dans une démarche de contrainte ou une démarche pénalisante. Tout simplement, il faut quand même avoir un discours aligné. C'est qu'il y a une menace majeure qui est le risque d'interruption d'activité pour des PME ou des ETI. Ça, on ne peut pas y couper. Et après, on a différentes manières, pour le coup, d'accompagner la réflexion de l'assuré. Donc, on sait plutôt bien faire les deux, mais c'est vous qui êtes en première ligne pour appuyer sur les bons arguments. Élise qui nous dit « Il est parfois difficile de faire entendre aux clients l'enjeu financier quand les capacités proposées diminuent. » Alors, c'est un peu deux sujets pour nous. Le premier, c'est de vous aider à bien calibrer la garantie. Et ça, Benjamin intervient beaucoup, notamment sur le sur-mesure, pour dimensionner au mieux ce qui pourrait être demain une interruption d'activité pour tel ou tel ETI concerné. Sur le standard, c'est une approche qu'on aime bien aussi vous proposer, c'est de poser une question assez simple à votre assuré, qui est de lui demander quel serait son fonctionnement demain en mode dégradé s'il avait une interruption totale de son système d'information. C'est plus vous qui avez la réponse, ou qui venez asséner la réponse au prospect ou à l'assuré, mais c'est lui qui va avoir une réflexion un peu construite sur quel serait son impact sur l'activité si demain, il n'y avait plus un seul poste qui s'allumait, si tous ces serveurs étaient en rade. Donc ça, c'est le premier point sur le calibrage du montant de garantie et sur le bon montant à prévoir. Le deuxième, c'est un sujet de capacité sur laquelle je te laisserai compléter si tu veux, Benjamin, mais le marché dans son ensemble a réduit ses capacités ces dernières années, pour plein d'éléments qu'on a déjà évoqués sur des webinaires précédents, mais qui étaient
une instabilité de ce risque cyber pour des acteurs qui n'arrivaient pas à lier le sujet de prévention au sujet de l'assurance. Donc, c'est le constat qu'on peut faire encore aujourd'hui, les capacités réduites. Je reviens juste sur le sujet du devoir de conseil. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire passer beaucoup d'entreprises de 0 à une première couverture. De 0 à 1 million, de 0 parfois à 500 000, de 0 à 2 millions pour certains assurés. Et donc, pour certains, ça restera court par rapport aux besoins réels de l'entreprise. Vous, déjà, en première approche de devoir de conseil, vous aurez aidé l'entreprise à se protéger face à une partie du risque. Et sur les capacités, je peux peut-être te laisser compléter, Benjamin, mais c'est un sujet qu'on continue de porter chez nous. Oui, tout à fait. On est dans une logique d'aller toujours proposer une capacité de plus en plus importante à mesure qu'on adresse des entreprises de plus en plus grandes. Donc le travail je dirais, de recherche de capacité côté assurance, côté Stoic, c'est un travail de long terme. Mais c'est un projet ce sont des projets qui sont en cours, donc vous verrez des évolutions dans nos limites d'assurance à l'avenir, et je ne serai pas du tout plus précis là-dessus, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille évidemment, et de façon plus précise, je dirais plus adressée à chacun des dossiers. Pour prendre un peu de recul, quand le marché était en croissance, en expansion, avant le retour de marché en 2020, les assureurs, pour prendre des parts de marché, ont eu une tendance à déployer des limites de garantie et des capacités très importantes, de façon à proposer des contrats qui sont, à première vue, plus intéressants, bien sûr, que ceux de la concurrence. Donc les franchises étaient de plus en plus petites et les limites de plus en plus grandes, sans forcément qu'il y ait une réalité technique ou un besoin correspondant à cette limite de garantie, autre que voilà 5 millions pour mon entreprise, je vais bien dormir cette nuit en tant que dirigeant de l'entreprise. Du coup, forcément, avec le retournement de marché, les capacités ont été réduites et ont été recalibrées plus proches des besoins réels des entreprises, avec cet objectif de rationalisation et d'utilisation de la capacité la plus saine possible. L'exercice que l'on fait, pas forcément dans le standard pour lequel vous avez tous une capacité à générer des dizaines d'études par jour, si vous le souhaitez, mais dans les études un petit peu plus importantes pour des entreprises plus grosses, on vient vous vous présenter finalement comment on justifie la limite de garantie, la capacité disponible. On vous présente le nombre de jours de perte d'exploitation que ça peut représenter. On vous explique à quoi ça correspond d'un point de vue de la reconstruction du système d'information ou des ressources humaines qui vont être mobilisées sur le compte, de manière à venir vous présenter des chiffres qui viennent étoffer, justifier cette limite de garantie. Et d'ailleurs, on a pour projet dans les mois à venir de venir vous proposer plus de visibilité directement dans la plateforme sur la place que prennent les différentes garanties dans cette limite totale basée sur des benchmarks, basée sur des scénarios qu'on utilise déjà en souscription. L'enjeu, il est très clair pour vous, c'est souvent d'arriver à matérialiser, comme vous le disiez dans votre commentaire, matérialiser financièrement ce risque cyber pour une entreprise donnée. Donc ça, on peut le faire avec beaucoup de données qu'on agrège nous, que ce soit les scénarios d'attaque ou les chemins de compromission les plus régulièrement utilisés, et puis on le lie à l'activité de votre assuré, sur lesquels on a aussi une compréhension plutôt fine de ce qui fait que tel PME de tel secteur est plus fragile versus un autre secteur d'activité. Autre question d'Élise. L'OPMI est applicable à toute entreprise, quelle que soit sa taille? Oui, la réponse est un grand oui. Bien sûr. Ça s'applique à l'ensemble du marché. Je rebalaye les dernières questions pour pouvoir libérer ceux qui avaient une contrainte à midi. Est-ce que vous pourrez proposer dans les ressources une infographie pour matérialiser visuellement les informations? Oui, vous nous avez coupé l'herbe sous le pied, mais c'est un des projets qu'on a aujourd'hui. Question très technique, intéressante pour le coup, sur nos capacités face à un risque dit sériel, au sens où il pourrait affecter de nombreux assurés stoïques. Je vais vous faire une réponse assez pragmatique, puisqu'on vient de vivre une vulnérabilité découverte très récemment. Pour ceux qui font de la veille sur ce sujet-là, on a eu sur la solution Fortinet une solution de VPN, désolé pour les acronymes, mais d'accès à distance, tout simplement sécurisé. On a une vulnérabilité qui vient d'être documentée il y a quelques jours sur
la veille cyber à l'échelle mondiale. On a pu, dans les heures qui ont suivi, monitorer l'intégralité de notre portefeuille pour identifier quels étaient les assurés qui pouvaient être concernés par cette faille récemment découverte. Et donc, on a notre CERT à nouveau, notre centre de réponse à incidents, qui a pu se mettre en action. Et on a notifié à peu près une trentaine d'entreprises concernées à l'échelle du portefeuille par cette solution précise pour qu'ils puissent patcher, corriger cette vulnérabilité le plus rapidement possible. Donc, on est plutôt en avance sur tous ces sujets de sinistres dits sériels, puisqu'on a vraiment les bons outils mis en place à l'échelle du portefeuille pour pouvoir réagir vite en cas d'attaque. Ça, c'était la réponse technique par rapport à ces événements sériels. D'un point de vue de la réassurance, comme on le disait tout à l'heure, nos porteurs de risque sont Axeria, assureur français, lyonnais, et derrière Swiss Re qui porte, donc deuxième réassureur mondial qui porte 80% du risque. Donc le risque sériel fait partie des traités de réassurance qui sont signés chaque année et complètement, je dirais, pris en compte. Prévu par les traités, tout à fait. Je regarde une dernière question peut-être avant de vous libérer. Je regarde ce qu'on aurait pu rater qui n'a pas été déjà traité précédemment. Peut-être une dernière question sur notre centre de réponse à incidents avec une question qui porte sur une crise cyber majeure. Grâce à l'accord que vous avez avec d'autres entreprises de gestion de crise, qui prend le relais dès que votre équipe interne est dans le jus? En fait, il faut imaginer que cette intégration de l'Intercert est une très grande force justement pour faire face à des événements cyber majeurs. C'est également le fonctionnement de tout un tas de cabinets de conseil indépendants qui interviennent sur le marché aujourd'hui, dont vous connaissez les noms, de l'Inquest, de l'Intrinsec ou du Wavestone, pour en citer que quelques-uns. Le cœur de notre équipe de réponse à incidents aujourd'hui est issu des cofondateurs du CERT au Wavestone et des cadres dirigeants de ce CERT. C'est le cas pour Vincent Nguyen, c'est le cas pour Antoine Vallée, c'est le cas pour Xavier Gérondeau, que certains d'entre vous connaissent. Et donc, bien entendu, on a des relais contractuels derrière qui font que si on a une attaque un petit peu plus étendue, on puisse se reposer sur des équipes, cette fois-ci en sous-traitance également. Ça a été le cas dès le départ de Stoic avec Inquest, et c'est toujours un modèle qu'on a maintenu. Question de Jean-François de savoir quel engagement et effort de communication envisage Stoic pour monter en charge en parallèle le niveau de garantie et l'accompagnement à la gestion de crise. Je ne comprends pas tout à fait la question, Pauline. N'hésitez pas pour le coup à nous la reformuler. Et je pense qu'on en a balayé beaucoup. S'il y a des questions qui arrivent ou auxquelles on n'aurait pas répondu, on fera peut-être une synthèse écrite. Petite réponse des 2-3 questions qui restent, si vous en avez, n'hésitez pas à nous écrire. Tout à fait, vous pouvez, n'hésitez pas à les remettre sur le chat. Peut-être vous rappeler que vous allez recevoir le support du webinaire dans la foulée, qui sera également accessible en replay, comme on le fait systématiquement, pour que ceux qui n'étaient pas connectés aujourd'hui puissent bénéficier du contenu. Et puis, insister sur un dernier message, qui est toujours le message clé. Vous avez des interlocuteurs désormais bien identifiés en région. Sollicitez-les. Si des questions n'ont pas trouvé de réponse aujourd'hui, ils les auront de leur côté. Et puis, bon été à tous avant de se retrouver pour la rentrée. Peut-être juste un peu de teasing sur le dernier webinaire de juillet, où on se parlera probablement réponse à incident, justement, pour mettre de la chair et des événements réels gérés par le CERT de Stoic, par notre centre de réponse à incident, avant le grand break du mois d'août. On commence à avoir beaucoup de témoignages de gestion de crise gérée en interne. Je pense qu'ils seront extrêmement intéressants pour vous. Merci à tous d'avoir été nombreux aujourd'hui et à très vite sur le terrain. Merci. À bientôt.